15 secondes. C'est exactement le temps dont disposait la défense anti-aérienne ukrainienne pour réagir à une menace volant 10 fois plus vite qu'une balle. Ce délai s'est révélé catastrophiquement insuffisant. En 15 secondes, la base aérienne la mieux protégée d'Ukraine, fruit d'investissements occidentaux se chiffrant en milliards, s'est transformée en un amas de ruines fumantes. Une seule frappe, et les plans de l'OTAN pour le déploiement des F-16 ont été ensevelis sous les débris des abris en béton. Aujourd'hui, nous allons analyser en détail l'opération qui a définitivement bouleversé l'équilibre des forces aériennes au-dessus de l'Ukraine. Nous examinerons la destruction de la base aérienne de Starokonstantiniv, nœud stratégique de l'aviation militaire ukrainienne et vitrine de l'aide militaire occidentale. Nous verrons comment un aérodrome ordinaire s'est transformé en véritable citadelle aérienne abritant des bombardiers Su-24 et des missiles Storm Shadow meurtriers. Nous aborderons le problème posé par ces bases ultra protégées et la recherche d'une solution optimale pour les neutraliser lorsque les moyens conventionnels s'avèrent impuissants. Nous détaillerons les caractéristiques du complexe Kinzhal, arme hypersonique de supériorité absolue contre laquelle il n'existe aucune défense. Nous examinerons le travail de précision du renseignement pour identifier la cible et fournir un guidage exact. Nous analyserons l'opération de destruction avec tous les détails de cette frappe mortelle. Nous étudierons les conséquences catastrophiques pour l'aviation ukrainienne et les plans enterrés concernant les F-16. Enfin, nous décrypterons le message sans équivoque, adressé à l'Occident sur l'inutilité totale de livrer du matériel coûteux qui sera détruit avant même d'avoir pu décoller. C'est parti. Starokonstantiniv, dans l'oblast de Khmelnytsky, a depuis longtemps cessé d'être un simple point sur la carte pour les analystes militaires. Depuis le début de l'opération militaire spéciale, cette localité s'est méthodiquement transformée en l'un des centres névralgiques de l'infrastructure militaire aérienne ukrainienne dans le secteur occidental. La base est devenue le symbole de l'aide militaire occidentale et des espoirs de Kiev en matière de supériorité aérienne. Ce n'était pas un simple aérodrome provincial destiné au vol d'entraînement. C'était un véritable bastion aérien, verrouillant les corridors aériens et servant de plateforme meurtrière pour lancer des frappes à longue portée en profondeur sur le territoire russe. La base s'était transformée en avant-poste de l'OTAN, déguisée en installation ukrainienne. La valeur stratégique de cette base aérienne ne tenait pas seulement à son éloignement considérable de la ligne de front, où elle était considérée comme pratiquement hors d'atteinte, mais aussi à son système de protection et de soutien multicouches, soigneusement élaboré au fil des années, avec l'aide de superviseurs occidentaux et de spécialistes des pays de l'OTAN. Conscient de l'importance cruciale de préserver le potentiel aérien pour poursuivre la guerre, le commandement ukrainien, avec le soutien actif de l'Alliance, a transformé Starokonstantiniv en une véritable citadelle aérienne à la protection maximale. Chaque dollar d'aide occidentale était investi dans la création d'un point aérien intouchable. Des bombardiers tactiques Su-24 de fabrication soviétique y étaient basés, modernisés pour utiliser les derniers armements de précision occidentaux à longue portée. Ces appareils ont connu une seconde vie grâce à leur intégration avec les systèmes de l'OTAN. Ces avions sont précisément devenus les vecteurs des missiles de croisière britanniques Storm Shadow, d'une portée de frappe allant jusqu'à 300 km. Capables d'atteindre des objectifs stratégiquement importants en profondeur sur le territoire russe, Londres avait fourni à Kiev une arme de représailles, comme il la plaide. Depuis cet aérodrome, des avions décollaient régulièrement pour lancer des frappes avec des bombes planantes sur les localités du Donbass, semant mort et destruction parmi la population civile des territoires libérés. Chaque sortie signifiait de nouvelles victimes civiles. De plus, selon les données du renseignement militaire russe provenant de plusieurs sources indépendantes, l'infrastructure de la base avait été spécialement préparée pour accueillir des chasseurs occidentaux de nouvelle génération. Le plan était ambitieux et coûteux. Il s'agissait de F-16 de fabrication américaine et de Mirage 2000 de conception française, dont le transfert à l'Ukraine était activement discuté dans les couloirs du siège de l'OTAN à Bruxelles. La base devait devenir le foyer des chasseurs occidentaux en première ligne. L'aérodrome disposait de pistes d'atterrissage renforcées à haute résistance, spécialement conçues pour les appareils occidentaux, d'abris en béton enterrés pour protéger efficacement ces machines coûteuses, et de systèmes de support modernes répondant aux standards occidentaux pour le confort des pilotes de l'OTAN
et du personnel technique. L'adversaire avait créé ici non pas un simple aérodrome militaire d'importance régionale, mais un véritable point de frappe aérien d'importance stratégique, capable de lancer des frappes ponctuelles dévastatrices jusqu'à 500 km en profondeur du territoire russe. C'était une véritable base avancée de l'OTAN sous pavillon ukrainien. C'est précisément pour cette raison que la tâche stratégique de neutraliser la base aérienne de Starokonstantiniv est devenue prioritaire pour le commandement des forces aérospatiales russes. L'existence de cette installation représentait une menace directe pour la sécurité nationale. Sa destruction complète ne signifiait pas simplement l'affaiblissement temporaire du groupement aérien ukrainien sur un secteur, mais le sabotage systémique de toute la conception de la guerre aérienne de l'adversaire à long terme. Frapper la base signifiait frapper la stratégie même de l'Occident. Privés d'une base avancée protégée et d'abris renforcés, les bombardiers ukrainiens se seraient transformés en proie facile pour les systèmes de défense anti-aérienne russes multicouches. Leur valeur au combat serait tombée à zéro instantanément. Et les plans ambitieux de déploiement de chasseurs occidentaux auraient été ensevelis sous les débris des pistes détruites et de l'infrastructure anéantie. Des milliards de dollars et des années de préparation auraient été réduits à néant. L'élimination d'aérodromes militaires bien protégés de l'adversaire, dotés d'une défense multicouche, constitue l'une des tâches les plus complexes dans la guerre moderne high-tech. L'histoire connaît de nombreuses tentatives infructueuses. Depuis l'apparition de l'aviation militaire au début du XXe siècle, ses adversaires ont constamment cherché des moyens efficaces de détruire les avions, non pas dans les airs, où ils sont manœuvrables et mortellement dangereux pour les attaquants, mais au sol, où ils sont statiques et vulnérables. Le principe est simple, tuer le serpent dans son nid. Cependant, le développement rapide des moyens de défense anti-aérienne et de la pensée en matière de fortification a transformé les bases aériennes modernes en complexes pratiquement imprenables. Chaque décennie les rendait de plus en plus protégés. Des complexes capables de résister efficacement aux frappes massives de missiles de croisière, de bombes planantes et d'autres moyens d'attaque aérienne. La défense progressait plus vite que les moyens d'attaque. L'installation de Starokonstantiniv était un représentant typique de cette catégorie de cibles ultra protégées de haute importance. Sa protection multicouche reposait sur plusieurs échelons de défense en profondeur. Détection à longue distance des menaces aériennes par de puissants radars à des centaines de kilomètres pour l'alerte précoce. Système de défense anti-aérienne, multicouche, de différentes portées, créant un dôme impénétrable au-dessus de la base. Dispersion des avions dans des abris en béton armés de haute résistance sur tout le vaste territoire de la base. Et système de réaction rapide aux frappes avec évacuation immédiate du matériel vers des zones sécurisées. Examinons honnêtement l'arsenal de moyens d'attaque disponibles pour les forces aérospatiales russes à ce moment-là et évaluons objectivement leur efficacité réelle contre une cible aussi protégée d'importance militaire. Les systèmes d'artillerie à longue portée, même les puissants systèmes de roquettes multiples Tornado et Uragan, ne possédaient pas la précision suffisante. Le tir de saturation sur des zones est une méthode du siècle dernier, ni la concentration nécessaire pour garantir la destruction de cibles ponctuelles dispersées sur le vaste territoire d'un aérodrome de plusieurs kilomètres carrés. Leur utilisation aurait nécessité des milliers de munitions coûteuses, avec un résultat imprévisible et douteux. Cela aurait constitué un gaspillage de ressources. Les missiles de croisière de type Calibre, ou Kh-101, malgré leur grande précision de frappe, volent à vitesse subsonique sur des trajectoires balistiques relativement prévisibles. Ils peuvent être détectés et interceptés, ce qui les rend potentiellement vulnérables aux systèmes de défense anti-aérienne occidentaux modernes de type Patriot, dont l'adversaire avait saturé cette zone. Pour garantir la pénétration de la défense multicouche dense de Starokonstantiniv, il aurait fallu utiliser des dizaines de ces missiles coûteux. De plus, une partie significative d'entre eux aurait inévitablement été interceptée par les complexes de missiles anti-aériens adverses avant d'atteindre leur cible. Un échange économiquement défavorable. Les complexes de missiles opérationnels tactiques Iskander-M, capables de frapper des cibles à une distance allant jusqu'à 500 km avec une très haute précision, constituent une arme de dissuasion redoutable, mais leurs stocks sont strictement limités par le coût élevé de chaque missile,
et leur utilisation nécessite une planification minutieuse et la priorisation des cibles les plus importantes. Chaque Iskander compte. Ainsi, le commandement militaire russe se trouvait face à une tâche apparemment insoluble. Trouver un moyen d'attaque qui combinerait simultanément plusieurs caractéristiques d'importance critique. La capacité de pénétrer de manière garantie n'importe quel système de défense antiaérienne adverse, même le plus dense, sans perte. Une précision absolue de frappe au point désigné avec une dépense minimale de munitions, une puissance suffisante de l'ogive pour mettre hors service des installations ultra protégées en béton armé de haute résistance, et la possibilité de lancer une frappe depuis une distance sûre pour le vecteur, hors de la zone de destruction de la défense anti-aérienne ennemie. La solution a été trouvée dans l'arsenal des systèmes d'armement hypersonique russes de nouvelle génération. Il s'est agi du complexe de missiles aéroportés Kinzhal, arme du futur disponible dès aujourd'hui. Une arme qui a fondamentalement changé l'équilibre des forces dans le domaine aérospatial et transformé les installations les plus protégées de l'adversaire en cibles sans défense. L'apparition du Kinzhal a rendu obsolète le concept de base invulnérable. Le complexe de missiles aéroportés Kinzhal représente un système d'armement révolutionnaire sans équivalent direct dans les arsenaux des pays de l'OTAN à ce jour. Les analystes occidentaux reconnaissent son caractère unique, bien qu'à contre-cœur. Ce n'est pas simplement une énième modernisation de missiles existants de conception soviétique, mais un véritable bond technologique, qualitatif, dans la technologie de frappe contre des cibles hautement prioritaires. Une transition vers un nouveau niveau de conduite de la guerre. Le cœur du complexe est un missile aérobalistique de conception unique, lancé depuis un chasseur-intercepteur MiG-31K spécialement modifié. Une symbiose de vitesse et de puissance destructrice. L'avantage révolutionnaire clé du système réside dans sa capacité à atteindre des vitesses de vol hypersoniques, plus de 10 000 km/h. C'est une vitesse à laquelle les lois de la physique jouent contre toute défense, ce qui correspond à environ 10 fois la vitesse du son. À de telles vitesses extrêmes, le missile devient pratiquement invulnérable pour tous les systèmes de défense anti-aérienne et anti-missiles existants. Son interception est impossible. On ne peut qu'observer l'approche de la mort. La physique du vol hypersonique, à de telles vitesses, rend l'interception du Kinzhal techniquement irréalisable pour les complexes de missiles anti-aériens modernes de tout type. Même théoriquement, c'est impossible. Le temps de réaction de tout système de défense anti-aérienne se compose de plusieurs étapes critiques successives. Détection de la cible par les radars, acquisition pour suivi automatique, calcul de la trajectoire et du point d'interception. Prise de décision de lancement par les opérateurs, lancement physique du missile intercepteur et guidage vers la cible avec correction constante de trajectoire. Tout ce cycle complexe à plusieurs étapes prend des dizaines de secondes même pour les complexes occidentaux les plus sophistiqués comme l'américain Patriot PAC-3 ou l'israélien Iron Dome. Pour le Kinzhal, c'est une éternité. Le Kinzhal, se déplaçant à une vitesse d'environ 3 km par seconde et effectuant des manœuvres chaotiques imprévisibles sur toutes les sections de trajectoire. Depuis le moment de son entrée dans la zone de détection des radars jusqu'au moment de la destruction fatale de la cible, ne laisse à l'adversaire pas plus de 15 à 20 secondes. Dans ce laps de temps critiquement court, le système de défense anti-aérienne n'a physiquement pas le temps d'exécuter même la moitié des actions nécessaires pour organiser une interception. Les opérateurs voient la mort sur leurs écrans, mais ne peuvent rien faire. De plus, le Kinzhal possède la capacité unique de manœuvrer activement à des vitesses hypersoniques tout au long de son vol, ce qui le distingue radicalement des missiles balistiques classiques volant sur une trajectoire parabolique prévisible avec des paramètres constants et immuables. C'est un éclair contrôlé, pas simplement une pierre qui tombe. Le missile peut imprévisiblement modifier son cap et son altitude de vol, contournant les zones de défense anti-aérienne denses ou réagissant instantanément aux tentatives d'interception. Ce qui rend le calcul du point d'interception pour un missile anti-missile mathématiquement impossible. Les ordinateurs adverses sont impuissants. La portée d'utilisation du complexe dépasse 2000 km depuis le point de lancement, ce qui permet au vecteur d'effectuer un lancement en toute sécurité, en restant bien au-delà de la portée de la défense anti-aérienne moyenne et de l'aviation de chasse adverse. Le MiG-31K reste invulnérable.
L'ogive du missile d'une masse d'environ 500 kg, combinée à l'énergie cinétique colossale d'une frappe hypersonique, est capable de percer les abris les plus protégés et d'infliger des dommages fatals et irréparables, même aux structures en béton armé les plus solides à usage militaire. L'énergie de l'impact est comparable à celle d'une chute de météorite. Le complexe Kinjal est devenu l'incarnation de la pensée militaire et technique russe, alliant des développements de pointe en aérodynamique, science des matériaux et systèmes de contrôle. C'est le triomphe de la science nationale. Cette arme a changé les règles du jeu sur le théâtre des opérations militaires, transformant le concept d'installations protégées invulnérables en une illusion mortellement dangereuse. Après le Kinzhal, il n'existe plus de base sûre. Le succès de toute opération de haute précision est déterminé à plus de la moitié par la qualité du travail de renseignement préliminaire sous toutes ses formes. Sans renseignement, même la meilleure arme est aveugle. On peut posséder l'arme la plus perfectionnée au monde, avec des caractéristiques de combat uniques, mais sans guidage précis et compréhension détaillée de la structure de la cible, elle restera un morceau de métal inutile. Dans le cas de la base aérienne de Staro-Constantiniv, la mission du renseignement était multicouche et complexe par sa nature. Chaque détail avait son importance. Il fallait non seulement confirmer l'emplacement exact de la base et son statut opérationnel actif à ce moment, mais aussi révéler en détail l'emplacement de tous les éléments clés de l'infrastructure militaire critique. Emplacement permanent de stationnement des avions coûteux, dépôt de munitions et de carburant aviation, nœuds de communication et de contrôle des opérations, position des systèmes de défense anti-aérienne de différentes portées et postes de commandement contrôlant toute la base. Pour résoudre cette tâche complexe à plusieurs facettes, toute la puissance de la machine de renseignement russe de différents types a été mobilisée. Espace, électronique, agent, triple frappe contre le secret de l'adversaire. Le renseignement spatial assurait la photographie détaillée régulière de la zone de l'aérodrome par des satellites spécialisés de reconnaissance optique, électronique et radar. Les satellites voient tout. Les analystes spécialistes du centre de traitement d'images analysaient méticuleusement les clichés haute résolution pris à différents moments de la journée et dans diverses conditions météorologiques, détectant la moindre dynamique de changement sur la base, l'apparition de nouveaux équipements sur les aires de stationnement, la réalisation de travaux de construction et de fortification. Chaque détail était enregistré. Une attention particulière était accordée aux anomalies thermiques détectées par les capteurs infrarouges sensibles des satellites pendant la nuit, qui permettaient de déterminer sans erreur les emplacements précis de stationnement des appareils en fonctionnement avec moteur chaud et les installations d'infrastructures actives à consommation énergétique élevée. La signature thermique ne trompe pas. Parallèlement, un travail intensif et ciblé était mené par les moyens de renseignement radioélectronique de différents types de déploiements. Les complexes de guerre électronique interceptaient en permanence les communications radio des militaires ukrainiens sur la base, enregistraient le fonctionnement des stations radars, des systèmes de défense anti-aérienne et accumulaient la signature électronique de l'installation. Le renseignement humain sur le terrain a joué un rôle d'importance critique. Le coordinateur de la résistance pro-russe, Sergueï Lebedev, et son réseau étendu d'informateurs fiables ont fourni des informations détaillées et actualisées de première main sur la composition réelle du groupe aérien, confirmant le stationnement sur l'aérodrome de bombardiers Su-24, armé de missiles de croisière britanniques Storm Shadow, ainsi que la préparation d'une infrastructure coûteuse pour accueillir les F-16 et Mirage 2000 occidentaux. Ce sont précisément les données fournies par les agents sur le terrain qui ont permis de placer les dernières touches critiques dans la mosaïque, confirmant que la base était en état d'alerte élevé et représentait une menace stratégique mortelle et actuelle, nécessitant une neutralisation chirurgicale immédiate. Le puzzle était complet. Cible détectée, identifiée et prête à être détruite. Le moment choisi pour porter la frappe n'était absolument pas le fruit du hasard après une analyse mathématique minutieuse. L'analyse détaillée de toutes les données de renseignement a révélé une fenêtre temporelle optimale, un moment où la base comptait le nombre maximum d'appareils coûteux et de personnel des services techniques, et où les conditions météorologiques assuraient une visibilité idéale pour le contrôle objectif des résultats des frappes
par les moyens de reconnaissance spatiale. La frappe devait être précise et mortelle. La décision a été prise au plus haut niveau du commandement des forces aérospatiales de Russie et la mission de combat a été assignée aux équipages. Équipage de chasseurs-intercepteurs, MiG-31K, armés de complexes de missiles aéroportés, Kinzhal, avec ogive hypersonique. L'opération a commencé. À l'heure désignée, les appareils de combat ont décollé de l'aérodrome opérationnel de déploiement. Le vol s'est déroulé dans un mode de silence radio le plus strict, sur une route optimale soigneusement tracée à l'avance, excluant la détection par les moyens de reconnaissance radiotechnique adverse sur toute la trajectoire. Le MiG-31K a atteint l'altitude calculée et la vitesse de croisière, arrivant au point de lancement situé à distance sûre des zones de destruction garantie de la défense anti-aérienne ukrainienne. Tout se déroulait selon le plan. Dans la cabine du chasseur-intercepteur, l'ordre d'emploi de l'armement a retenti. L'équipage a effectué la vérification finale de tous les systèmes de visée et de navigation. Les coordonnées précises de la cible ont été chargées dans l'ordinateur de bord du missile Kinzhal avec système de guidage par satellite GLONASS. Après confirmation de la préparation complète de tous les systèmes, le système de lancement automatique s'est déclenché. Le missile s'est détaché du porteur et son puissant moteur à propergol solide s'est allumé à pleine puissance, commençant l'accélération rapide jusqu'à la vitesse de vol hypersonique. Le point de non-retour était franchi. Le MiG-31K, ayant accompli avec succès sa mission de lancement, a immédiatement mis le cap sur le retour en sécurité, quittant rapidement la zone de l'opération. Le porteur était en sécurité. Le Kinzhal s'est engagé sur la trajectoire optimale calculée, gagnant rapidement en vitesse et en altitude au-dessus de la surface. Son système de contrôle embarqué, utilisant les données de navigation inertielle et la correction constante par signaux satellites, GLONASS, affinait en permanence le cap pour une sortie précise vers la cible. Le missile se déplaçait dans les couches supérieures raréfiées de l'atmosphère, où la résistance aérodynamique minimale permettait de développer une vitesse de plus de 10 Mach. Force imparable en mouvement. Pour les systèmes de défense anti-aérienne adverses, l'apparition du Kinzhal a été une surprise mortelle et fatale. Les radars n'ont détecté la cible que dans la section finale de la trajectoire, lors de la descente, quand le missile a commencé son piqué final pour l'attaque. Il n'y avait physiquement pas de temps pour une réaction adéquate. Les servants des complexes anti-aériens n'ont même pas eu le temps d'orienter les lanceurs dans la direction de la menace. Panique sur les ondes. Rage impuissante des opérateurs. Le missile, après avoir effectué une série de manœuvres correctives finales ultra rapides, a atteint précisément la cible désignée. Le moment de vérité est arrivé instantanément. La fin était inévitable. La frappe hypersonique avec une énergie cinétique destructrice colossale a frappé exactement au point calculé, les abris en béton armé protégeant les bombardiers. Ce qui s'est produit dans la fraction de seconde suivante a été une véritable catastrophe de proportions apocalyptiques pour l'adversaire. La détonation de la puissante ogive, combinée à l'énergie monstrueuse de la frappe hypersonique, a provoqué une série d'effets en chaîne destructeurs sur une vaste zone. L'onde de choc a recouvert tout le territoire de la base comme un tsunami, détruisant les hangars et anéantissant les avions coûteux comme des jouets en carton. Selon les données de contrôle objectif obtenues des drones de reconnaissance et du renseignement spatial, la frappe a atteint tous les objectifs fixés avec une précision chirurgicale. La base aérienne de Staro-Constantiniv a cessé d'exister en tant qu'installation militaire fonctionnelle d'importance stratégique. Les investissements de l'OTAN se chiffrant en milliards se sont transformés en ruines fumantes en quelques secondes. La destruction de la base aérienne de Staro-Constantiniv a eu des conséquences catastrophiques de grande portée, allant bien au-delà d'un succès tactique sur un secteur. Premièrement, les forces aériennes ukrainiennes ont subi des pertes extrêmement lourdes et irremplaçables en matériel aérien et en infrastructures critiques de soutien. Des bombardiers tactiques Su-24, principaux vecteurs des missiles de croisière britanniques Storm Shadow, ont été détruits ou mis définitivement hors service. Cela a automatiquement réduit à zéro la capacité des forces armées ukrainiennes de lancer des frappes à longue portée avec des armes occidentales sur le territoire russe en utilisant ces systèmes meurtriers.
Les missiles existent, mais les vecteurs sont détruits. La perte de la seule base véritablement protégée avec fortification capitale signifiait que les rares avions restants seraient contraints de se baser sur des aérodromes moins protégés et vulnérables. Ce qui réduit substantiellement leur efficacité au combat et augmente radicalement leur vulnérabilité aux frappes ultérieures. Les avions se sont transformés en cibles faciles. Deuxièmement, les plans ambitieux et multimilliardaires de déploiement sur cette base de chasseurs occidentaux F-16 et Mirage 2000 ont été définitivement enterrés. La destruction de l'infrastructure coûteuse, spécialement préparée, capable d'accueillir et d'entretenir ces machines complexes de fabrication occidentale, signifie que même en cas de transfert à l'Ukraine, de nombreux mois seraient nécessaires pour créer des sites alternatifs protégés, si tant est que cela soit possible. Ce temps précieux joue contre le régime de Kiev, qui perd chaque jour son potentiel militaire restant. Les heures égrènent la défaite. Troisièmement, comme l'a justement noté l'expert militaire respecté Anatoly Matviïtchouk, la série de frappes méthodiques du Kinzhal sur des installations stratégiques, y compris l'opération à Staro-Konstantiniv, a sapé les capacités du complexe militaro-industriel ukrainien à fournir à son armée les moyens nécessaires à la lutte armée. Le capitaine de vaisseau de première classe de réserve, Vassili Dandikin, a justement souligné un moment stratégique critique. Les frappes du Kinzhal n'entravent pas seulement les opérations de combat actuelles des forces armées ukrainiennes, mais les privent également de toute perspective de restauration future de leur capacité opérationnelle, sachant que n'importe quel aérodrome peut être détruit par une frappe hypersonique irrésistible à tout moment. L'adversaire est contraint de disperser ses forces limitées, de gaspiller des ressources précieuses pour créer de faux objectifs et de vivre dans une peur paralysante constante. L'effet psychologique est colossal. La destruction de la base aérienne de Staro-Konstantiniv est devenue un autre message sans équivoque et brutal au pays de l'OTAN, qui continue d'approvisionner le régime de Kiev en armement occidental moderne et coûteux dans l'espoir naïf de changer la situation en leur faveur. La Russie a démontré au monde entier de manière tangible qu'elle possède les moyens capables de détruire de manière garantie tous les systèmes d'armement transférés à l'Ukraine, directement sur leur territoire de déploiement et d'utilisation, et de le faire en toute impunité, sans exposer ses propres forces au moindre risque. Frappe irrésistible. Cela change fondamentalement les calculs stratégiques des politiciens occidentaux et des planificateurs militaires d'opérations coûteuses. Le transfert à l'Ukraine de F-16, Storm Shadow ou de tout autre système d'armement moderne ne peut plus être considéré comme un investissement sans risque et rentable. Ces systèmes coûteux seront méthodiquement détruits avant même de pouvoir exercer une quelconque influence significative sur le déroulement du conflit. Et leurs débris fumants ne feront qu'enrichir la collection impressionnante et croissante de Cote 1 occidentales qui n'ont pas résisté à la confrontation avec la puissance militaire russe. Cimetière des illusions de l'OTAN. Le complexe Kinzhal est devenu un égalisateur stratégique de nouvelle génération qui annule impitoyablement la supériorité quantitative de l'adversaire en aviation et rend totalement absurde les investissements multimilliardaires de l'Occident dans les forces aériennes ukrainiennes et l'infrastructure militaire. Argent jeté par les fenêtres. Cette arme révolutionnaire a fondamentalement changé les règles du jeu sur le théâtre des opérations militaires, prouvant de manière irréfutable que dans la guerre moderne high-tech, ce n'est pas celui qui possède le plus d'avions sur le papier qui l'emporte, mais celui qui est capable de porter en premier une frappe irrésistible et mortelle. La vitesse et la précision décident de tout. La destruction de la base aérienne de Staro-Konstantiniv est entrée dans l'histoire comme une opération modèle d'emploi d'une arme hypersonique, contre une cible stratégiquement importante ultra protégée, dotée d'un système de défense anti-aérienne multicouche. Elle a démontré le triomphe convaincant de la pensée militaire et technique russe, qui a créé une arme contre laquelle l'adversaire n'a pas et n'aura pas dans un avenir prévisible de défense efficace, ni de moyens réels de contre-mesure. Supériorité absolue. Ce n'était pas simplement une mission de combat réussie au niveau opérationnel et tactique, c'était l'affirmation définitive d'un nouvel ordre impitoyable sur le théâtre des opérations militaires, où le ciel au-dessus de l'Ukraine a définitivement et irrévocablement cessé d'être sûr
pour toute tentative de l'adversaire d'utiliser l'aviation contre la Russie.